Nous sommes en 1992, dans la ville de Moston, en Angleterre, dans une maison mitoyenne de briques rouges, comme il en existe des milliers dans le nord de l'Angleterre, une musique rave se fait entendre. Elle s'intitule « Bonjour, je m'appelle Chucky. Tu veux jouer avec moi ?» Derrière les murs de la maison, Susan Kepper, 16 ans, se met à hurler à plein poumon. Cette musique lui indique qu'une nouvelle session de torture va commencer. Derrière elle, une voix de femme s'élève. « Chucky, arrive pour jouer avec toi. » Cette vidéo est sponsorisée par Audible. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis une grande amatrice de lecture. Mais clairement, un livre physique, ce n'est pas super pratique quand on va en balade, quand on est trop fatigué pour lire, ou bien quand on fait des recherches. Si vous avez déjà essayé de prendre des notes sur un livre, vous savez que c'est infernal. En faisant la vidéo que vous êtes en train de voir, je souhaitais vraiment qu'elle soit le plus complète possible. Alors je me suis essentiellement appuyée sur des livres physiques, digitaux, et grâce à Audible, audio. J'ai pu prendre des notes beaucoup plus facilement qu'avec un livre physique en écoutant les titres directement sur le Cloud Reader. Et petit tips, si vous utilisez Audible pour des recherches, vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse de lecture pour un meilleur confort lors de la prise de notes. Mon gros coup de cœur, c'est indéniablement la version audio de ça. Alors je suis une grande fan de Stephen King. Un jour au lycée, je suis allée au CDI, je suis tombée sur les livres de Stephen King et je les ai empruntés un à un. Mais je n'avais jamais lu ça puisque j'avais vu le film et que donc j'avais un intérêt un peu moins important pour ce livre. Grossière erreur. Vraiment, en écoutant la version audio, j'ai compris pourquoi ce livre était si iconique. Si l'on veut savoir tout ce qu'il y a à savoir sur un Américain ou une Américaine de la classe moyenne alors que s'approche la fin du millénaire, il suffit de jeter un coup d'œil dans son armoire à pharmacie. C'est du moins ce que certains prétendent. Mais d'où Jésus, explorer celle d'Eddie Casbrack, tandis qu'il l'ouvre et renvoie de côté le reflet de son visage blanc aux yeux agrandis et fixes, c'est une autre paire de manches. Je vous recommande vraiment de télécharger ça en version audio, puisque l'audio rend tout plus immersif, on se sent plongé dans l'histoire, et ça rend toutes les tâches ingrates comme la vaisselle, le ménage, beaucoup plus sympa pour le coup. Et pour une personne qui était très réticente à l'idée d'écouter des livres, je peux vous dire que je suis très satisfaite. Audible est très facile d'utilisation. Si vous avez déjà un compte Amazon, il vous suffit de vous y connecter, et sinon d'en créer un. Via mon lien qui sera dans la barre d'infos, vous pourrez profiter de 2 mois gratuits. Plus de 500 000 titres sont disponibles sur le catalogue, dont 15 000 en langue française. Susan Kepper naît en 1976 dans des conditions assez difficiles. La petite fille n'a jamais connu son père qui a quitté sa mère, Elizabeth Dunbar, bien avant sa naissance. Et cette absence rend les relations difficiles entre la mère et la fille. Elizabeth se retrouve finalement seule avec ce bébé et sa fille aînée Michelle, et cela lui rappelle constamment cet échec amoureux, cette trahison. C'est un poids pour elle de devoir élever ses 2 petites filles toutes seules. D'ailleurs, il n'est pas certain que Susan ait été un enfant désiré. En tout cas, Elizabeth a beaucoup de mal à lui montrer des signes d'affection, chose dont la petite fille souffre beaucoup. Heureusement, la mère de famille finit par se remarier avec un certain John Kepper, et la petite Susan trouve en lui une figure paternelle, une figure maternelle aussi, finalement un parent. Elle avait besoin d'un parent. John accepte pleinement Michelle l'aînée et Susan la cadette, et il accepte même de leur donner son nom. Alors que la famille semble avoir trouvé un semblant de stabilité, Elizabeth et John divorcent. Nous sommes en 1990. Donc finalement la famille se déchire, les enfants sont envoyés en foyer d'accueil avant qu'une garde alternée soit imposée, et Susan, à 14 ans, elle vit cette situation comme un véritable traumatisme. Elle n'a plus de structure solide à laquelle s'accrocher. Elle passe une semaine chez sa mère, une semaine chez son père, et parfois elle dort sur le canapé de certains de ses amis. Elle semble tout de même continuer à préférer la compagnie de son père John, chez qui elle passe la majorité de son temps. John décrit Susan comme une fille pleine d'entrain, une fille bien élevée. Il aime Susan. Mais même si John se débrouille du mieux qu'il peut pour lui apporter tout ce dont elle a besoin, Susan ressent toujours ce vide en elle. Elle a besoin de beaucoup d'attention et elle ne sait pas réellement où trouver cette attention et cette affection. Au lycée de Moston Brook où elle est élève, Susan
a quelques amis, mais disons que ce n'est pas la fille la plus populaire, hein. Elle qui sait se montrer si généreuse ne ressent pas du tout cette générosité et cette bienveillance à son égard. Alors elle reste essentiellement seule dans la cour de récréation, elle a quelques amis, mais pas énormément d'amis. Ce qui distingue Suzanne des adolescents de son âge, c'est certainement sa gentillesse, sa grande gentillesse, et aussi son extrême naïveté. La jeune fille n'est pas rebelle du tout, elle n'est pas rebelle pour un sou, pourtant à partir de 1992, alors qu'elle est âgée de 16 ans, elle commence à faire l'école buissonnière, elle commence à manquer l'école, et en plus de son absentéisme, elle n'étudie pas très sérieusement et donc n'obtient pas de très bonnes notes. Mais tout cela n'est pas totalement la faute de l'adolescente, c'est plutôt la faute de son nouveau groupe d'amis, des personnes très peu recommandables. Quelque temps après le divorce de ses parents, Suzanne se promène dans son quartier et elle fait la rencontre d'un garçon qui a l'air d'avoir son âge. Ce garçon est assis dans une rue, à même le sol, et il a l'air clairement déboussolé. Suzanne l'observe de loin et même si elle le voulait vraiment, elle ne pourrait pas passer devant lui sans lui adresser la parole, sans lui demander si ça va ou pas, puisqu'elle est tellement gentille. Alors elle décide de marcher dans sa direction et de lui poser la question « Eh, t'as pas l'air d'aller très bien, est-ce que tout va comme tu veux ?» Le garçon ne s'attendait absolument pas à ce que quelqu'un s'intéresse à son sort, surtout une personne qu'il ne connaît pas. Mais il a besoin de parler, alors il lui dit « Écoute, c'est vrai, je ne vais pas très bien puisque j'ai quelques problèmes avec ma copine, donc ça ne va pas fort. » Avec sa grande bonté, Suzanne le réconforte et elle apprend que le jeune garçon s'appelle Clifford Poole Ace et que sa sœur, Jean Powell, vit pas loin dans le quartier et qu'il est venu lui rendre visite. Jean est une jeune femme de 25 ans, brune, au visage assez enfantin et elle vit dans une maison mitoyenne en briques rouges avec ses 3 enfants. Autant vous dire que ce coin de Boston est assez mal famé, hein. C'est un quartier qui est infesté par la drogue, ce n'est pas un endroit très fréquentable. Avec ses petits moyens, Jean commence à prendre Suzanne sous son aile, elle lui propose de venir squatter son canapé quand elle en a besoin, et elle lui demande aussi de garder ses enfants de temps en temps. Entourée de tous ces enfants qui l'adorent, mais aussi de Jean et de Clifford, Suzanne se sent bien, elle se sent aimée. Il faut savoir que Michelle, la sœur de Suzanne, viendra même passer le mois d'août 1992 au domicile de Jean, avant de le quitter car elle n'aimait pas ses nouveaux amis maléfiques, d'après ses propres termes. En effet, les fréquentations de Jean sont assez douteuses. À l'été 1992, une certaine Bernadette McNeely emménage au 91 Langworthy Road, tout près du 97 Langworthy Road où vit Jean Powell. Bernadette est une toxicomane de 24 ans qui élève ses 3 enfants essentiellement grâce aux aides de l'État. Et maintenant qu'elles sont voisines, les 2 jeunes femmes vont commencer à sympathiser. Elles se retrouvent très régulièrement au Kestrel Pub où elles dansent, boivent, s'amusent, tandis que la pauvre Suzanne va s'occuper de garder leurs 6 enfants. Jean et Bernadette ne sont pas du tout aimées dans le secteur. Elles vendent de la drogue, elles se bagarrent souvent avec leurs voisins, et un jour, elles ont même mis le feu au linge d'un de leurs voisins. Donc vous voyez un peu les personnages. Seulement 1 mois après son emménagement dans le quartier, Bernadette décide de s'installer de façon permanente chez Jean, avec ses 3 enfants. Les 2 chambres de la maison sont donc occupées par les 6 enfants des 2 jeunes femmes. Quant à Jean et Bernadette, elles dorment sur un lit de fortune installé dans la salle à manger. Le canapé, lui, est souvent squatté par des amis et de la famille des 2 jeunes femmes. En tout, une dizaine de personnes vivent en permanence dans cette maison. C'est un véritable zoo. Parlons un petit peu de Bernadette. C'est une femme qui est autoritaire, qui est colérique, qui est parfois cruelle. Des traits de caractère qui vont déteindre sur Jean. À son arrivée, Suzanne devient l'esclave de la maison. Elle est souvent réprimandée, insultée, mais sous emprise, elle n'arrive pas à se résoudre à partir. Mais ne vous y trompez pas, hein, Jean n'est pas non plus un enfant de cœur, et cela fait plusieurs mois déjà qu'elle exploite la pauvre petite Suzanne. Je pense que vous vous demandiez pourquoi Suzanne ratait souvent ses cours au lycée. Eh bien c'est parce que Jean venait la chercher au lycée afin qu'elle puisse l'aider dans son travail de femme de ménage, et en plus à la fin du mois, Jean ne lui reversait qu'une fraction de ce qu'elle gagnait, un peu plus de 20 €, 20 pounds.
Mais forcément, l'école de Susan se rend compte de ce petit manège et ils finissent par contacter Elizabeth et John pour lui dire « Écoutez, votre fille quitte souvent l'école, accompagnée de cette femme, cette Jean Powell, et elle manque les cours. En plus, ses notes sont désastreuses. Il faudrait peut-être que vous fassiez quelque chose. » Alors bien sûr, immédiatement, Elizabeth et John contactent Jean et lui disent « Vous allez arrêter d'exploiter notre fille, elle n'est qu'au lycée, elle doit avoir de bonnes notes. » Mais Jean s'énerve immédiatement et elle leur dit « Si vous continuez à me menacer, je brûlerai vos maisons. » La maison du 97 Langworthy Road était fréquentée par un grand nombre d'habitués. Il y avait d'abord Glyn Powell, 29 ans, l'ex-mari de Jean Powell, le petit ami de Jean, Jeffrey Lee, qui avait 26 ans, et enfin Clifford Ace, qui avait 18 ans, qui était donc le petit frère de Jean, mais aussi l'ex-petit ami de Suzanne. Les habitants de la maison intimidaient beaucoup Suzanne, et surtout ils profitaient beaucoup de sa nature gentille et bienveillante, et elle ne s'en plaignait pas beaucoup, puisque tout le monde dans la maison lui apportait l'attention dont elle avait besoin. Elle considérait toutes ces personnes comme des amis. Bien qu'ils ne connaissent pas réellement l'ampleur des activités illégales qui se déroulent au 97 Langworthy Road, John n'aime pas beaucoup les nouveaux amis de Suzanne, et à plusieurs reprises, il essaye de la faire revenir à son domicile. Il lui dit « S'il te plaît, reviens à la maison, tu as de mauvaises fréquentations, mais... » Suzanne n'en a que faire. Pour la première fois de sa vie, elle a des amis. Nous sommes en décembre 1992. Certains habitants de la maison commencent à ressentir un inconfort, une démangeaison dans la région du pubis autour du sexe, et ils finissent par réaliser qu'ils ont été infectés par des poux pubiens. Autrement dit, par des morpions. Et forcément, ils sont obligés de se raser les poils pubiens afin d'endiguer la propagation de ces poux pubiens. Et c'est comme ça que commence le procès. Tous les habitants de la maison se retrouvent dans la pièce principale et ils se mettent à discuter. Ils veulent savoir d'où viennent ces poux pubiens. Anthony va dire « Moi je pense que c'est Bernadette, qui m'a transmis ces poux pubiens. » La tension monte très vite et Dean invite tout le monde à se calmer. Elle leur dit « Écoutez, ces derniers temps, on a tous dormi sur la couchette où dort habituellement Suzanne. C'est la couchette de Suzanne. Alors c'est forcément elle qui nous a transmis ces poux pubiens, c'est forcément elle la coupable. La réalité est que Anthony Dodson couche avec toutes les filles du groupe, y compris Suzanne, et donc c'est certainement lui qui a propagé ces poux pubiens. Mais par crainte d'être accusé, par crainte de devenir la risée du groupe, il remet lui aussi la faute sur Suzanne. Jean, qui est déjà bien remontée, l'empoigne et commence à la frapper, sans ménagement et sans que personne n'intervienne. À l'époque, Elizabeth Dunbar, la mère de Suzanne, travaille au centre de jour de Calderwood. Une maison de jour, c'est une sorte de maison de retraite à la journée ou à la demi-journée pour les personnes âgées qui vivent seules. Elles peuvent venir profiter d'un repas, elles peuvent venir se sociabiliser, jouer à des jeux de société, voilà. C'est un moyen pour elles d'avoir une sorte de suivi, de ne pas être toute seule. Et c'est justement à cette maison de jour que Suzanne se rend très régulièrement afin de passer du temps avec sa mère qui travaille. Et justement, c'est là que Suzanne se rend ce jour-là après avoir été frappée par Jean. Sa mère témoigne en disant « Elle est venue à l'endroit où je travaillais et j'ai remarqué un bleu sur son visage. J'ai dit quelque chose comme « Vous vous êtes battue à cause d'un garçon ?» Mais elle a simplement haussé les épaules. Elle m'a alors dit qu'elle voulait emménager avec moi. Je venais d'emménager dans un nouvel appartement et je lui ai dit de me donner 2 semaines pour préparer sa chambre. Elle était censée déménager le soir de Noël. Suzanne ne veut absolument plus retourner chez Jean. Cet épisode l'a traumatisée et humiliée. Et entre cet incident et le 7 décembre 1992, elle vit chez son père. Le 7 décembre 1992, Jean appelle Suzanne et elle fait son mea culpa. « Je suis désolée, ma chère Suzanne, de t'avoir frappée ainsi, tu sais que je ne suis pas comme ça. » Je ne suis absolument pas comme ça, ce n'est pas dans ma nature. Si tu veux, reviens à la maison, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, tu sais qui est ici? Ce garçon que tu aimes bien. Il m'a demandé où tu étais, il aimerait bien te voir. Voilà, je te conseille de revenir à la maison si tu ne veux pas rater ta chance.
Forcément, Suzanne, elle est toute excitée, elle oublie même le bleu qu'elle porte encore sur le visage, et donc elle s'habille du mieux qu'elle le peut, elle se pamponne avant de se rendre au 97 Langworthy Road. Comme je vous l'ai dit, Suzanne est très naïve, elle est très gentille, et surtout elle considère ce gang comme ses amis. Donc pour elle, il ne pourra rien lui arriver de mal. Pourtant, dès qu'elle met un pied dans cette maison, elle réalise qu'il y a un problème. D'abord, le garçon qu'elle voulait voir n'est pas présent, et surtout, tout le monde a un air menaçant sur son visage. Suzanne vient de réaliser que le piège vient de se refermer sur elle. L'adolescente est maintenue au sol par 2 membres de la bande qui se mettent à la frapper immédiatement. Forcément, Suzanne hurle, elle est terrifiée, et Glyn Powell, donc l'ex-mari de Jean, l'attrape et la plaque au sol, et il commence à lui raser les sourcils et les cheveux. Ensuite, il place un sac en plastique sur sa tête, et là, Suzanne cherche son chemin dans la maison, elle est désorientée, et là, elle reçoit un premier coup sur la tête. Puis, elle reçoit un autre coup. Et enfin, Jean et Bernadette commencent à la frapper avec tous ceux qui passent sous leurs mains. Avec des répliques de couverts géants en bois, avec une ceinture, elle leur donne aussi des coups de pied, et Suzanne ne subit pas que quelques coups, elle est frappée pendant des heures. Elle est tellement frappée qu'elle finit par se recroqueviller en position fétale afin de se protéger comme elle le peut. Tout le groupe que nous appellerons le gang est très content après cette première séance de torture qui leur a mis l'eau à la bouche. Ils ont alors une nouvelle idée pour humilier Suzanne. Ils la forcent à monter à la salle de bain afin de se raser les poils pubiens. C'est quelque chose de plutôt facile de se raser, mais cette opération est rendue très difficile à Suzanne à cause de la douleur qu'elle ressent dans son bras gauche. Elle ne le sait pas, mais son épaule est déboîtée, elle est démise, et donc elle souffre énormément. Après cela, Suzanne est enfermée dans un placard, et là, elle se met à pleurer, à supplier, mais personne ne veut l'écouter. Comme vous vous en doutez, les enfants de Jean et de Bernadette sont bien présents et ils sont très perturbés en entendant les cris de leur babysitter bien-aimé qui supplie d'être libéré, qui supplie d'être épargné. C'est si perturbant pour eux que leur mère décide de poursuivre les tortures au domicile de Bernadette, donc au 91 Langworthy Road, où personne ne vit. Là, au domicile de Bernadette, ils peuvent soumettre Suzanne à tout type de torture. Et pendant 5 jours, Suzanne va vraiment subir l'inimaginable. D'abord, Bernadette commence chaque séance de torture par cette phrase « Chucky arrive pour jouer avec toi ». Une phrase qui met immédiatement Suzanne dans un état de panique incroyable. D'abord, comme vous pouvez l'imaginer, la jeune fille est à peine nourrie. Et puis, on lui injecte continuellement des amphétamines au point où elle finit par perdre conscience. Alors, les amphétamines, si vous ne le saviez pas, sont considérées comme des stupéfiants. Mais beaucoup d'artistes vont utiliser des amphétamines afin de booster leur performance, puisque les amphétamines contribuent aussi à booster les performances intellectuelles et physiques. Elles peuvent provoquer une sensation d'extase, de bien-être, et donc voilà, la plupart des gens en consomment pour ces effets. Mais il y a aussi l'effet bad trip qui peut arriver, qui peut être très désagréable, qui peut être aussi traumatisant, et bien sûr, les amphétamines sont létales à trop haute dose. Le plus horrible, c'est certainement que l'ex-petite amie de Suzanne, Clifford Pook, qu'elle avait aidée, quand il avait des problèmes avec sa copine, c'est comme ça qu'elle l'avait rencontré, a lui aussi participé à la torture. Il a utilisé des pinces pour extraire 2 des dents de Suzanne. C'est assez horrible, hein. J'étais sur le seuil de la porte avec Jean Powell, et Bernadette McNeely. Cliff, donc Clifford, lui a enlevé son bâillon et il lui a dit d'ouvrir la bouche. Il a dit « Bien, je vais t'arracher les dents ». Il a commencé à frapper ses dents avec les pinces, il a ensuite pris une pince et a commencé à arracher une des dents. Mais la dent s'est cassée et ébréchée. Il a frappé ses dents quelques fois de plus, puis il a remis les pinces et il a vraiment tiré. Il a tiré la tête de Suzanne en avant jusqu'à ce qu'il y ait un claquement et que la dent soit dans la pince. Il a refait la même chose et il riait. Bien sûr, Suzanne n'a pas accès aux toilettes et donc elle fait ses besoins sur elle-même. Et lorsque l'odeur de ses excréments devient trop forte, le gang décide de la plonger dans une baignoire remplie de détergent. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire le ménage chez vous, mais un détergent, comme de l'eau de Javel, ça pique.
ça pique les yeux, ça brûle la peau, surtout si vous avez la peau sensible, ça brûle aussi les parties génitales, ça brûle les muqueuses. Donc elle devait vraiment souffrir à ce moment-là. Et en plus de la plonger dans ce bain de détergent, il la nettoie en la frottant avec une brosse de jardin. Quelque chose qui est très dur, et sa peau finit par s'écailler. Très souvent, on met un gros casque à Suzanne et elle est forcée à écouter des musiques rave pendant des heures. Si vous ne savez pas ce qu'est une musique rave, repartez au début de la vidéo. Vous voyez un petit peu ce que je veux... Voilà. C'est réellement une torture d'avoir à écouter ce genre de musique en boucle. C'est horrible. No offense à toutes les personnes qui aiment la musique rave, mais je pense qu'écouter toute forme de musique en boucle devient une forme de torture. Même Halo de Beyoncé, que j'adore. Le plus horrible dans cette histoire, c'est que pendant ces séances de torture, alors que la petite Suzanne était détenue, quelqu'un aurait pu parler. Il s'appelait David Hill et il avait 18 ans. David Hill était un gamin du quartier, peut-être aussi un ami de Jean et de Bernadette. Les liens entre le gang et ce jeune homme ne sont pas très clairs. En tout cas, un jour, David Hill se rend chez Bernadette quand il entend des hurlements. À ce moment-là, il est en compagnie de Jeffrey Lee qui décide de lui montrer Suzanne, peut-être pour l'effrayer. Il finit même par laisser David et Suzanne seuls dans la chambre où se trouve la jeune fille. Voici le témoignage de David. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je lui ai demandé qui elle était, elle a dit qu'elle s'appelait Suzanne. Elle m'a demandé si je pouvais la détacher, j'ai dit que je ne pouvais rien faire. David Hill a affirmé plus tard qu'il avait trop peur de faire quoi que ce soit, il avait peur de se mettre dans une situation compliquée. Et ça, on peut le comprendre. Mais s'il était choqué comme il le dit, la moindre des choses aurait vraiment été de prévenir les autorités. J'éprouve une grande frustration quant à cet épisode de cette affaire. Vraiment, parce que Suzanne aurait pu être sauvée. Le 14 décembre, Suzanne est traumatisée, elle souffre, mais elle est encore vivante. Lorsque le gang la place dans le coffre d'une voiture volée, elle se dit peut-être que sa libération va enfin arriver. Mais Jean a d'autres plans pour elle. Donc le gang va se rendre dans un bois isolé près de la ville de Stockport. Et alors qu'elle est traînée hors de la voiture, Suzanne réalise que même si elle hurle, personne ne l'entendra ici. Ils sont en plein milieu de la campagne anglaise. Surtout, elle se demande qu'est-ce qui va bien se passer, à quelle nouvelle forme de torture ils vont la soumettre. Alors qu'elle est accroupie sur le sol, Suzanne ressent qu'un liquide est en train de la mouiller. Et ce liquide a une odeur très particulière, une odeur très reconnaissable. C'est l'odeur de l'essence. Et là, tout va très vite dans sa tête. Elle comprend ce qui est en train de se passer et elle supplie Jean de l'épargner. Mais Jean semble totalement sourde à ces paroles. Elle n'en a plus rien à faire. Elle fait un signe à Bernadette et cette dernière craque une allumette qu'elle balance sur la pauvre Suzanne. Suzanne se met à hurler, elle est en train de brûler vive. Et alors qu'elle se consume, ses anciens amis se mettent à chanter « Burn, baby, burn ». Brûle, bébé, brûle. Il est environ 6h10, c'est une froide matinée d'hiver, et un certain Barry Sutcliffe et 2 de ses collègues roulent dans la campagne anglaise à bord de leur gros camion. Pour eux, c'est une nouvelle journée de travail ordinaire, mais ils s'en rappelleront toute leur vie. Il fait encore un peu nuit, et dans les phares du camion, ils repèrent une étrange silhouette. Ils comprennent que c'est une personne, un homme ou une femme, ils n'en sont pas sûrs, mais quelque chose dans son apparence est étrange. Il est vraiment impossible de distinguer les traits de son visage. C'est Suzanne Kepper. Malgré la perversité de cette attaque, elle est encore en vie. D'abord très méfiants, les 3 hommes décident de s'arrêter pour faire monter cette personne dans leur voiture. La situation semble très grave, cette jeune fille est clairement à l'article de la mort. Alors Barry conduit le plus vite possible jusqu'à la maison la plus proche. C'est la maison d'un vieux couple, Margaret et Michael Coupe, qui étaient justement encore en train de dormir quand ils ont été réveillés par des coups à la porte. Alors voilà, ils mettent leur petit peignoir et ils se précipitent vers la porte et en l'ouvrant, ils tombent nez à nez avec Suzanne. Je ne sais pas si vous imaginez le choc, la surprise pour ces personnes âgées qui
ont dû être totalement déboussolés face à ce qu'ils voyaient. D'après Michael, les mains de Suzanne ressemblaient à des cendres et ses jambes à de la viande crue. Son visage était gonflé au point où il était impossible de le reconnaître. Elle avait perdu quelques dents et ses gencives étaient elles aussi gonflées. Surtout, elle n'avait plus ni sourcils ni cheveux. Avec l'aide de Margaret, elle a avalé un verre d'eau, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. En tout, elle a bu 6 verres d'eau. Elle était vraiment très assoiffée. Malgré l'état de douleur intense dans lequel elle devait se trouver, Suzanne, fidèle à elle-même, se montre très polie, très gentille, ce qui surprend toutes les personnes qui sont autour d'elle, tous ses sauveurs, et elle les remercie pour leur gentillesse. Suzanne est immédiatement envoyée à l'hôpital de Whittington et ses parents sont bien sûr prévenus. Elizabeth pensait sa fille avec son beau-père, et donc pour elle, tout cela n'était qu'une vaste blague. Comment ça ma fille est à l'hôpital ? En plus, en l'appelant, on ne lui a pas donné l'étendue des blessures de Suzanne, on lui a simplement dit que sa fille était dans un état critique à l'hôpital. Et quand elle s'est rendue à son chevet, elle ne l'a pas reconnu. Absolument pas. Suzanne parlait à peine, elle était pleine de bandages, et cette vision a beaucoup choqué Elizabeth. Puisqu'il était impossible de reconnaître Suzanne d'un simple regard, son identité a dû être confirmée par empreinte digitale sur le seul doigt qui n'avait pas été brûlé. Au vu de l'étendue de la surface brûlée, Suzanne n'avait vraiment aucune chance de survivre. Mais avant de mourir, la jeune femme a pris le temps de désigner tous les noms de ses tortionnaires. Après la déclaration de Suzanne, la police fait une petite descente chez Jane et elle arrête les 6 meurtriers. En fouillant la maison abandonnée où Suzanne avait été torturée, les détectives ont trouvé des cheveux lui appartenant, des dents lui appartenant, assez horrible, et même la pince qui avait servi à retirer les dents de Suzanne. Bien sûr, pendant les interrogatoires, le gang nie toutes les allégations d'abus ou de meurtre, et puis finalement, ils finissent par s'accuser les uns et les autres. C'est totalement ridicule. C'est finalement Anthony Dodson qui avoue le premier et qui met fin au doute. Pourtant, Jean et Bernadette prétendent avoir de très bonnes raisons pour avoir fait ce qu'elles ont fait. Jean prétend que Suzanne l'avait obligée, poussée à coucher avec un homme pour de l'argent. On a un peu du mal à l'y croire, je l'avoue. Et Bernadette, elle, dit qu'elle a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle pensait que Suzanne lui avait volé un manteau rose, son manteau préféré visiblement. Le procès commence le 16 novembre 1993. Bien évidemment, chacun des accusés tente de minimiser son rôle dans le meurtre. Les 6 accusés ont été condamnés pour divers chefs, séquestration, complot en vue de commettre des lésions corporelles graves et meurtre. Ils ont obtenu des peines de 12 à 25 ans de prison. Mais il faut savoir que Bernadette McNeely, Jeffrey Lee et Clifford Pook ont tous été libérés. Aujourd'hui, ils vivent libres. Lee a obtenu une libération conditionnelle en 1998, tout comme Pook en 2001. Quant à McNeely, elle a été libérée sur parole en 2015, après avoir vu sa peine minimale de 25 ans réduite à seulement 1 an, pour avoir été une prisonnière modèle. Vous, est-ce que vous comprenez ces libérations anticipées, surtout pour Bernadette, qui était quand même un des cerveaux derrière le meurtre de Suzanne? Voilà mes très chers, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un petit like également, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.